Caroline, Fabrice, nous nous retrouvons maintenant pour répondre aux questions des internautes. On a déjà quelques messages qui nous sont remontés, notamment un commentaire qui formule en même temps une question de la part de Sylvie, qui confirme pourquoi le numérique, pourquoi la data, et que le sujet central était de se demander quel modèle de société nous voulons. Est-ce que, en matière d'éthique, Caroline, dans les modèles tels que Circular, sont des sujets qui sont intégrés? Est-ce que Fabrice, au C3D ou au-delà, est-ce qu'il y a des travaux qui formalisent un petit peu cette question d'éthique au centre des nouveaux modèles? Caroline. Honneur aux dames. Bonsoir, bonsoir à tous. L'éthique, pour moi, c'est Oh, il y a de l'écho. Oui, pour moi, l'éthique, c'est une évidence, évidemment, et la donnée pose effectivement des questions d'éthique. Alors moi, je préférerais rebondir sur la question quel modèle de société voulons-nous, qui était posée par lui. La donnée, comme je le disais au cours de cette émission, la donnée, elle façonne complètement l'univers numérique. Elle est au cœur de tout et il suffit de regarder, de se demander comment, par exemple, le gouvernement chinois arrive à faire du crédit social, c'est parce qu'il y a de la donnée. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qu'on veut faire de la donnée, c'est juste essentiel et ça peut pas se décider en chambre entre les mains de quelques personnes. Donc, on revient sur le sujet de la gouvernance et le fait qu'on doit décider ensemble quand on partage nos données de ce qu'on en fait. Merci Caroline. Est-ce que Fabrice, vous vouliez également compléter sur la partie éthique? Non, tout est dit. La data, c'est une commodité. Hein. C'est une commodité comme d'autres commodités. Et suivant comment on va accepter de s'en servir, il y aura des effets délétères ou pas. Donc oui, l'éthique de la donnée, c'est une discipline. Enfin, il y a des règles à se fixer sur qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Il y a aussi des enjeux quand même. Ça a été pris en compte en Europe, l'histoire de la confidentialité des données. Enfin, pas la confidentialité, mais le respect de la vie privée. Hein. En Europe et en France, avec les RGPD, on a quand même progressé sur ce sujet. C'est quand même des thématiques qui, dans beaucoup d'autres pays, n'existent pas. Et c'est quand même un vrai sujet. Un vrai sujet de liberté aussi et de liberté et de disposer de sa vie librement. On a Julien qui nous demande à titre plus individuel comment calcule-t-on son empreinte écologique numérique et comment la réduire à titre individuel? Bon, c'est très facile, hein, l'empreinte écologique numérique. Il faut savoir que l'essentiel de la consommation d'énergie du numérique, c'est dans la fabrication des devices. 80% de l'empreinte numérique de la téléphonie mobile, c'est la fabrication du device. Après, c'est les consommations d'énergie pour recharger le device pendant sa durée de vie, mais qui est extrêmement courte. Hélas, d'ailleurs, parce que un téléphone mobile, c'est 6 à 7 ans maximum. Et donc, il y a une obsolescence qui est non seulement programmée par les constructeurs, mais qui est aussi liée au fait qu'il y a des changements il y a tellement des changements de version des logiciels qui ne peuvent être supportés que par des téléphones qui sont plus puissants et donc qui rend, même si le téléphone fonctionne encore, ils ne peuvent plus tourner avec les logiciels qui demandent toujours plus de puissance. Donc l'empreinte du numérique, c'est avant tout de ne pas changer trop souvent de device, si possible d'utiliser des devices reconfigurés, mais de toute façon tôt ou tard il faut le changer pour les raisons que je viens d'indiquer. Et ensuite c'est tout simplement d'avoir un usage raisonné, c'est-à-dire éviter d'utiliser trop de streaming, de préférer le téléchargement en Wi-Fi plutôt que de faire de streaming. Éviter des usages futiles, si possible. Donc d'envoyer des photos pour un point à rien avec des niveaux de définition énormes ou de regarder des vidéos avec des niveaux de définition qui n'exigent pas des niveaux de définition trop importants. La plupart du temps, du 480 en définition suffit. On n'est pas besoin de tout regarder en HD. Donc ça aussi, c'est une utilisation responsable du numérique.
Et puis aussi, je pense que la sobriété numérique, c'est aussi d'éviter de collectionner trop d'objets connectés que les distributeurs de croquettes pour chiens, hein, les brosses à cheveux connectés, les tapis de pain connectés. Enfin, on voit au CES de Las Vegas des milliers de gadgets de cette nature qui n'apportent rien au bien commun, qui sont vraiment et qui, pour les fabriquer, ces objets connectés, nécessitent beaucoup de matières premières, des métaux rares, etc. Et là, je pense que là aussi, je pense qu'il faut qu'on fasse preuve de raison et de bon sens pour. Voilà. Donc bon, ça c'est quelques exemples, hein, mais il y a la littérature qui est disponible sur la sobriété numérique. Et ceux qui veulent vraiment se renseigner sur ce sujet n'auront pas de mal à trouver de la littérature précise. Mais c'est comme tout, hein. C'est comme d'utiliser sa voiture, d'utiliser tout ce qui consomme des ressources et tout ce qui consomme de l'énergie. Il va falloir qu'on ait un usage beaucoup plus raisonné pour arriver à ces 2 tonnes de CO2 par an et par personne qui doit être dès maintenant le quota autorisé si on veut sauver le climat. Donc, faites votre bilan carbone, vous allez voir qu'un Français moyen, il est plus proche des 12 tonnes que des 2 tonnes. Donc, il faut pouvoir diviser par 6 d'ici 2050 et même par 2 minima d'ici 2030 si on veut se rapprocher de ce que sera le standard, tôt ou tard, de toute manière, de chaque citoyen européen. Et donc, je peux vous dire qu'avec 2 tonnes de CO2 par an et par personne, eh bien, ça limite largement la consommation de data. Il y en a encore un petit peu, mais vraiment plus beaucoup. Marion d'Amsterdam nous interroge sur la blockchain pour savoir si la blockchain est un gouffre énergétique ou au contraire si c'est une solution pour l'économie circulaire. C'est un gouffre énergétique. Je vais vous donner un autre exemple sur la voiture connectée. La voiture connectée, tout le monde dit est formidable. Voiture autonome, c'est formidable. Il n'y aura plus besoin de chauffeur. Il y aura moins d'accidents parce que forcément la machine fait moins d'erreurs que l'homme, ce qui est vrai d'ailleurs. Sauf que une voiture autonome, pour fonctionner, doit interagir en permanence avec son environnement et donc ça produit un nombre incalculable de données. Alors, il y a des spécialistes qui ont fait les calculs. C'est en giga, hein, en pétradonnées. Bon, alors, s'il y a une voiture autonome qui se balade dans la ville, ok, très bien. Mais imaginez qu'il y en ait 5% de voitures autonomes ou 10% de voitures autonomes. Mais c'est multiplié par X le nombre de data centers sur une ville ou sur un pays. Donc, ça ne marchera pas. Ça ne tiendra pas. Donc, là aussi, tous les promoteurs de ce type de projet, il faut juste qu'ils apprennent à faire un petit calcul de coin de table pour voir que, de toute manière, tous ces rêves technocentrés, la technofascination ne peut pas fonctionner dans un monde fini en ressources et les limites physiques planétaires, les limites planétaires font que ce genre de projet n'émergeront jamais. D'ailleurs, la voiture autonome qui était annoncée à Las Vegas en 2015 pour 2020, on est en 2021 et reconnaissez qu'on n'en voit pas beaucoup sur la route. J'aimerais réagir sur la blockchain. Marion a raison, c'est un point de vigilance qu'il faut avoir par rapport à la blockchain. Alors, il existe des blockchains privées où la consommation énergétique est beaucoup moins importante que les blockchains qui servent à faire du Bitcoin. Hein. Mais dans le cadre d'expérimentation, ça sera pour nous un point de vigilance que justement on n'aille pas, je dirais, perdre des gains qu'on aurait pu par ailleurs obtenir par la mutualisation. Et dans la continuité, Marion nous interrogeait aussi sur les data centers. Est-ce que les centres de données dits verts existent, arrivent où en est le monde des data centers de votre point de vue là-dessus? Data center, hein. Donc il y a les data centers aujourd'hui. Le grand problème, c'est l'évacuation de la chaleur des calculateurs. Donc il faut refroidir tout ça pour que ça fonctionne. Et ça consomme un max d'énergie, en plus d'ailleurs de la consommation énergique intrinsèque des serveurs, qui sont énormes. Hein. Alors,
on peut atténuer en fait l'effet environnemental et de consommation d'énergie des data centers par plusieurs moyens. Premier moyen, c'est déjà d'alimenter le data center avec des énergies renouvelables lorsque c'est possible ou électronucléaire. Ça, c'est mieux que d'alimenter les data centers en électricité d'origine carbonée. Bon, c'est pas toujours possible, ça dépend du mix énergétique du pays qui héberge le data center. Ensuite, la chaleur fatale qui est produite par le data center, on peut aussi, de temps en temps, la récupérer pour éviter de la gaspiller ou de la renvoyer à l'atmosphère et chauffer une piscine municipale, une serre agricole, etc. Donc, ça permet donc de moins gaspiller les ressources produites, les externalités produites par le data center. Donc ça, il commence à y avoir quelques projets de récupération de chaleur fatale. Je crois qu'il y a une piscine à Pantin là, qui est chauffée avec la chaleur fatale du data center de Pantin. Ben, c'est très bien. Il y a un autre projet à Châteauroux, je crois, pour chauffer une serre agricole. Et ça permet de limiter la consommation d'énergie. Mais enfin, on est sur des mesures qui sont quand même anecdotiques par rapport à la seule mesure qu'il faudrait pouvoir mettre en place pour limiter la consommation des data centers, c'est d'avoir une utilisation du numérique centrée sur des usages qui pourraient être considérés comme des usages nobles et éliminer le plus vite possible le mésusages, c'est-à-dire qu'on utilise aujourd'hui nos smartphones pour beaucoup d'usages futiles qui consomment un max d'énergie pour finalement pour pas grand-chose, notamment dans l'utilisation des photos, de certains streamings. Instagram, pour ça, est une vraie calamité. Hein. Donc, voilà, c'est comme dans le bâtiment. Le kilowattheure le moins cher, c'est celui qu'on ne produit pas. La data la moins impactante sur l'environnement, c'est celle qu'on ne produira pas. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'aura pas compris grand-chose à la sobriété numérique. Caroline, sur les data centers, est-ce que ça fait partie des travaux également de numérique ? Alors, ça ne fait pas partie de nos travaux spécifiquement, mais effectivement, la question du data center, elle est importante, mais je dirais elle est quand même directement liée aussi à la donnée qu'on y stocke. Et le point de vigilance qu'on doit avoir, c'est que quand vous avez des acteurs qui ne font que de l'intermédiation informationnelle, leur matière première, si je puis dire, entre guillemets, c'est la data. Et donc, si tous ils se mettent à récupérer la chaleur perdue, à mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur data center, ça va rien résoudre parce que de toute façon, voilà, il faut pas que les data centers verts masquent la problématique du développement des données et de l'usage, enfin, du développement maîtrisé des données par rapport à des usages qui pourraient être utiles. J'en profite pour signaler à Marion que il y a quelques jours, dans l'Observatoire du Grand Rebond, il y avait justement une publication sur une technique basée sur l'huile pour couler les serveurs et capter leur chaleur, qui s'appelle Immersion 4, donc qui est disponible dans l'appli mobile. Alors, on a une question que je vais vous lire un petit peu longue, mais très pertinente concernant la transformation digitale de Yannick. La transformation digitale transforme en profondeur et en ce sens, elle peut s'aligner avec les besoins de la transformation du développement durable. Mais ne croyez-vous pas que beaucoup d'entreprises n'ont pas compris ce qu'était la transformation digitale et sont au mieux dans une logique d'outillage, peut-être contre-productive du point de vue du développement durable? Bah ouais, la réponse est dans la question. Hein. Disons que nous, des discussions que nous avons avec des acteurs économiques, on voit bien qu'il y a une prise de conscience de l'alignement nécessaire entre transformation digitale et transition écologique. Simplement, on en est, je dirais, au début et donc il est important de pouvoir repérer, s'appuyer sur les acteurs qui sont capables d'avoir un effet d'entraînement sur les autres. Après, c'est vrai, moi j'ai pu le remarquer par certains moments de ma vie professionnelle, quand on considère qu'on fait du numérique parce qu'on est sur Facebook, Twitter ou LinkedIn, voilà, c'est un peu léger et il faut d'abord bien comprendre comment ça fonctionne, comment on crée de la valeur avec le numérique pour pouvoir tirer parti de toutes les opportunités. Voilà, être sur les réseaux sociaux, c'est pas ça, faire de la transformation digitale, à mon sens. Et on a Marc qui nous demande à quoi ressemble une bonne data.
Donc, comment on définit finalement ce que sont les bonnes data, celles qu'il faudrait conserver? Non, ben c'est pas compliqué. C'est Les celle bonnes qui data, c'est des data qui sont bonnes, qui sont bénéfiques au bien commun. Voilà, c'est ça une bonne data. qui permet Au de bien produire de commun. la connaissance. Voilà, la connaissance, par exemple, la data qui sert pour faire de l'enseignement en ligne pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer, c'est de la bonne data. Des gens qui sont à l'hôpital et qui ont besoin de rester en contact avec leur famille, je considère que c'est de la bonne data. Tout ce qui sert au pilotage de certains outils industriels pour faire l'optimisation d'utilisation de matières premières, c'est de la bonne data. Enfin, de la bonne data, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Bon, il faut maximiser le bon et éliminer le mauvais. La data en tant que telle peut être très très utile mais encore une fois, comme on est tenu de diviser par 2 nos consommations d'énergie et par 3 d'ici 2050, eh bien, il va falloir qu'on utilise la bande passante en priorité pour des datas qui seront dans la bonne catégorie. Et voilà. Et c'est pour ça que la notion de quota, de caper ces datas, arriveront tôt ou tard. Et pour maintenir, en tout cas, une bande passante minimum pour les datas les plus essentielles au fonctionnement du bien commun. Oui, bah, effectivement, la donnée, enfin, je sais pas si on peut parler de bonne ou de mauvaise data, hein. Une data en elle-même, bon, c'est compliqué comme formulation, mais ce qui est important, c'est d'utiliser la donnée pour produire une connaissance qui peut être utile à la résolution de nos enjeux. Et comme je l'avais mis dans un commentaire sur LinkedIn suite à un post de Michael sur notre émission, le GIEC n'aurait pas pu produire tout ce qu'il a produit s'il n'avait pas utilisé les données massives. Voilà, la donnée, elle peut vraiment nous aider à adresser ces enjeux-là. Par ailleurs, j'aimerais rebondir sur cette question des quotas. Bon, moi, je pense que c'est un sujet vraiment extrêmement délicat quand on en arrive aux quotas de bande passante ou des quotas personnels sur ces sujets-là, parce que est-ce que demain, ça veut dire que ceux qui ont les métiers créatifs, entre guillemets, les métiers intellectuels, auraient droit à plus de bandes passantes que les autres? Voilà, ça on touche à des sujets très, très compliqués. Et je pense qu'il ne faut pas les prendre à la légère. Ça va créer effectivement des réflexions. Mais enfin, vous savez, les quotas existent déjà un peu par l'argent. Hein. Il y a des gens qui se payent des forfaits plus ou moins importants, et c'est quelque part une sorte de quota. Donc, bon, ça existe déjà, mais il va falloir probablement dans le futur trouver des mécanismes qui seront sans doute attachés aux activités des uns et des autres. Bon, de toute façon, il faudra bien qu'on trouve des solutions, car on ne pourra pas continuer de multiplier par X les datas produites par les systèmes d'information. Donc, à partir du moment où on a ça en tête, il faudra bien trouver des moyens de réguler la déconsommation. Oui, mais moi je pense que oui, mais je pense que ça ne pourra pas se faire de manière autoritaire, entre guillemets. Non, bon, sans en arriver à des manières autoritaires. D'ailleurs, n'attendons pas que ça puisse devenir, que les décisions puissent être autoritaires pour commencer à réfléchir à la façon dont on doit réguler. Si on veut vraiment ne pas subir, si on veut choisir cette déconsommation, il faut en parler dès maintenant. C'est sûr, et pour ça, ça veut dire qu'il faut que, enfin, ce qui est important, c'est la responsabilisation. De toute façon, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. C'est vrai. Voilà. Ça veut dire aussi avoir conscience des enjeux, les comprendre, pouvoir échanger, débattre sur ces sujets-là. Et si je fais un parallèle, peut-être osé avec les nudges, par exemple, c'est-à-dire ces outils qui sont issus de l'économie comportementale qui permettent d'orienter les comportements dans une certaine direction, je trouve que ça va complètement à l'encontre de tous nos sujets. C'est-à-dire comment veut-on rendre les gens responsables si on cherche à les piloter entre guillemets avec des nudges, voilà. Et à partir du moment où on perd notre responsabilité, on perdra forcément à terme notre liberté.
Mais je vois quand même raconter, sans aller jusqu'à. Enfin, moi, je pense pourtant que la gamification, pas les nudges, hein, mais la gamification peut être un levier pour déconsommer. Il y a quelques années, chez Bouygues, on avait mis en place ce qu'on appelle le défi vert, c'est-à-dire qu'on avait donné l'information. Alors, on avait donné des données sur la consommation de tous les véhicules d'un parc. Donc, les gens qui avaient le même véhicule pouvaient se comparer avec ceux avec d'autres conducteurs qui avaient le même véhicule. Et donc, on s'est aperçu que, il y avait des conducteurs qui consommaient plus que d'autres, alors qu'ils avaient exactement le même véhicule. Parce que les comportements de conduite n'étaient pas les mêmes. Il y en avait qui avaient une conduite agressive, d'autres qui étaient une conduite plus apaisée. Mais le fait de communiquer, alors bien sûr en mode anonyme, on ne savait pas qui, on avait son résultat, on avait sa consommation personnelle et comment on se positionnait sur un continuum de 1 à 100 par rapport aux autres conducteurs qui avaient le même véhicule. Eh bien, le fait de donner cette information de positionnement de performance, eh bien, ça a permis, en donnant les conseils qui allaient avec, hein, alors ceux qui étaient les plus vertueux, ils n'avaient pas besoin de conseils parce qu'ils étaient plus vertueux. Ceux qui l'étaient moins, on leur donnait des conseils pour moins consommer d'essence. Eh bien, on a pu faire diminuer sur 1 an de près de 15% la consommation d'énergie, rien qu'en donnant cette information-là. C'était une façon ludique, en fait, d'aider un parc de voitures à moins consommer. On a une question de Gilles à propos du découplage qui a été évoqué tout à l'heure. La question, c'est est-ce que le découplage est véritablement possible et y a-t-il des expérimentations qui l'ont démontré à petite échelle? Pour l'instant, le découplage, en tout cas à l'échelle de la planète, on sait que il n'y a personne qui l'a mis en place réellement. Alors, mis à part, il paraît que les Suédois est un bon. Mais en fait, quand on regarde bien comment ça s'est passé en Suède, ils ont réussi un découplage au niveau territorial, mais en fait, une grande partie de ce qu'ils produisaient, un peu comme nous, hein, in situ, comme ils l'ont délocalisé dans les pays habituels de production, en fait, c'est ce qu'on appelle les fuites de carbone, mais qu'on remet tout dans le pays, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas énormément économisé d'énergie. Nous, c'est pareil pour la France, hein. On n'a plus d'industrie en France, donc les pouvoirs publics se gaussent de dire que l'empreinte carbone du français baisse d'année en année, mais en fait, ça augmente d'année en année si on réintègre en fait les produits que l'on fait fabriquer, notamment les produits électroniques qu'on fait fabriquer en Asie. Donc, arriver à un découplage absolu, c'est-à-dire produire toujours plus de valeur avec toujours plus d'efficacité énergétique, pour l'instant, l'humanité n'y est jamais arrivée, hein. Il y a une corrélation aujourd'hui complète entre capacité à créer de la richesse économique et consommation d'énergie. On n'a pas pu démontrer qu'on était capable d'opérer ce découplage. Donc, l'avenir nous dira si on y arrive ou pas. Mais je ne suis pas très, très optimiste sur notre capacité à faire un découplage, en tout cas suffisamment significatif pour pouvoir tenir les objectifs qui sont les nôtres. Il va falloir probablement utiliser d'autres mécanismes pour déconsommer. Ouais, d'où l'enjeu de la sobriété pour amortir le choc. Et on a Béatrice qui nous demande s'il y a des initiatives existantes en matière d'économie circulaire de la donnée. Alors, il y a des initiatives de partage de facteurs. On en voit à l'étranger. Il y en a un certain nombre. Par exemple, la ville de New York, il y a quelque temps, a engagé une expérimentation justement pour partager des données publiques et privées à des fins d'économie circulaire. Vous avez aussi, et ça va parler à Fabrice, le GSMA qui est l'association qui regroupe tous les opérateurs mobiles dans le monde, qui met ces données à disposition d'ONG ou d'autres acteurs, mais au service du bien commun. Vous avez l'initiative du Forum de Davos dont j'ai parlé pendant l'émission. Sur un plan plus institutionnel, vous avez également la Commission, enfin le Parlement européen qui a présenté un projet de règlement pour la gouvernance des données, avec la volonté de pouvoir faciliter un marché unique de la donnée et la création d'espaces communs de données. Donc, je dirais que le mouvement vers le partage de la donnée, la mise en commun,
il est en marche, il est en route. Maintenant, ce qui est important, c'est de co-construire avec les acteurs économiques les bons modèles, à la fois, je dirais, sur le plan de la valeur, mais aussi sur le plan de la gouvernance, pour que tout ça soit fluide et que tout le monde en tire parti, en fait. Très bien. Et je crois qu'au mois de mars, au sein de Auré, Caroline, tu participes à la création d'un nouveau groupe de travail sur la donnée en circuit court. Tu peux peut-être en profiter pour nous en dire quelques mots. Oui, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Auré, c'est une association environnementale, hein, j'en fais partie depuis 2010, et donc une association multi-acteurs avec à la fois des entreprises, des territoires, donc des grandes entreprises, des plus petites, etc. Je crois que Bouygues en fait partie d'ailleurs. Et donc, moi, j'ai la chance de m'occuper du groupe de travail ancrage local depuis 2012. Et donc, on a eu tout un cycle de travaux sur l'interdépendance des entreprises avec leur territoire d'implantation, et on lance un nouveau groupe là au mois de mars sur la donnée en circuit court. Donc, je suis ravie parce que Auré s'empare de ce sujet du numérique, et notre objectif, c'est de pouvoir caractériser, définir ce qu'est la donnée en circuit court. Hein, c'est un concept qu'on commence à voir émerger notamment dans les territoires. Et donc, à partir de cette caractérisation, de partager nos travaux avec le plus grand nombre, comme on le fait d'habitude, et bâtir un outil d'autodiagnostic pour amorcer la pompe et on espère engager une prise de conscience sur un usage de la donnée qui serve aux problématiques là où elles se posent dans les territoires. Très bien. Nathalie Boyer sera présente à l'émission du 4 février sur la crise systémique. Nathalie, qui est directrice générale d'Auré, que l'on salue. Nous n'avons pas d'autres questions. Est-ce que Caroline et Fabrice, vous aviez un mot que vous souhaitiez rajouter avant de clôturer? Et pas spécialement. Enfin, en tout cas, un grand merci à toi et puis tes équipes pour cette émission qui nous permet d'engager un dialogue. Et, j'espère à une prochaine fois sur un autre sujet ou alors sur le résultat de nos expérimentations. On en remercie au Grand Rebond de nous avoir permis de nous exprimer sur ce sujet. Et puis, on espère qu'on aura fait profiter un petit peu de notre expérience ceux qui ont suivi ce débat. Et qu'on va enfin se mettre à agir d'une façon responsable pour une utilisation responsable des données. Merci à vous deux pour votre participation. Les questions-réponses seront également disponibles en replay sur la chaîne YouTube dès demain. Et on reste bien évidemment en contact pour la suite. Bonne soirée, merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir.